Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Dunk Hebdo qui installe le nombre 20 comme un nombre référence. Cette semaine, vous le savez, on a notre traditionnel DH20 chaque saison, les 20 meilleurs joueurs NBA selon Dunk Hebdo. Et aujourd'hui, on fait le point sur la saison régulière après une vingtaine de matchs en NBA. Donc avant de parler de tout ça plus en détail avec moi cette semaine, celui qui donc se régale de cet épisode, puisque trier des stats dans des tableaux, c'est son dada, c'est Tom, évidemment. Comment ça va, Tom? Ça va très bien et toi, Adrien? Eh ben, ça va plutôt pas. Alors, en termes de santé, petite crève, vous allez voir si vous êtes sur YouTube et que vous me voyez tousser mais que vous entendez rien, c'est que j'ai bien appuyé sur le bouton. Donc j'espère que ce sera le cas. mais sinon globalement ça va. Et nous sommes trois bien sûr et donc l'autre chroniqueur du jour comme il disait à la télévision. Lui, il mourrait d'envie comme beaucoup de monde de parler notamment de ce début de saison de Tyrese Haliburton. On l'avait évoqué dans le podcast précédent, mais il n'en était pas. Cette fois-ci, il est avec nous. Mini spoiler, il va en parler dans quelques minutes. C'est Amine. Comment ça va, Amine? Ça va, très bien, très bien. Ça fait plaisir justement de parler de Tyrese et d'autres. Et d'autres, effectivement, voilà, je le disais en début d'introduction, on fait un point statistique sur cette saison régulière, ce début de saison NBA après 20 matchs. Donc soyez les bienvenus évidemment chez Dunk Hebdo, que vous soyez avec nous via votre appli de podcast ou sur YouTube. On se retrouve après la pause traditionnelle pour ce nouveau rendez-vous de Dunk Hebdo après 20 matchs en NBA. Un podcast auquel on doit trouver un nom d'ailleurs. On se retrouve tout de suite. Donc messieurs, je ne vais pas m'étaler plus que durant l'intro. Cette semaine, on a décidé de faire un point donc sur notre cher NBA après une vingtaine de matchs joués. Forcément, c'est un point quelque peu subjectif, donc on va tour à tour dégager des observations sur ce début de saison, en commençant par des observations plus globales. Et écoute Tom, je t'en prie, si tu veux inaugurer le podcast, quelle première observation tu fais sur la NBA au bout de 20 matchs? Moi, pour l'instant, c'est en fait le fait qu'il y ait pas mal de blessures en fait qui s'enchaînent sur des équipes qui sont pas forcément des contenders, mais qui pourraient être à la lutte ou du moins qui sont attendus dans les playoffs en fait, qui faussent un peu la vision et l'analyse statistique qu'on peut faire de ces équipes-là. Et même quand tu les regardes jouer, il y a des choses qu'ils font et tu te dis oui, mais si leur meilleur joueur était là, peut-être que ce serait différent. Et par exemple, quand tu vois les équipes normalement on avait fait les over-under et qu'on voyait les over-under de Vegas, parmi les équipes qui étaient attendues plutôt en positif, t'as Memphis qui a perdu qui a commencé la saison sans Jaren Jackson et qui là a perdu Desmond Bane quand Jaren Jackson est arrivé. T'as Miami du coup qui a joué pas mal de matchs sans Jimmy Butler et qui a eu une ou deux semaines avec une rotation vraiment très limitée à 7 joueurs, quasiment 7-8 joueurs, sans Butler, parfois sans Bam. T'as Denver aussi qui a quelques soucis des fois avec Porter Junior. T'as Philly. Bon voilà, Philly qui a perdu un moment ses 3 joueurs majeurs. Là, Embiid est revenu. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous dit de cette équipe? Surtout qu'elle a perdu sa traction arrière. Les Bucks qui viennent tout juste de récupérer Middleton après 20 matchs. Les Lakers qui ont joué pas mal sans LeBron James. Les Blazers qui jouent sans Damian Lillard de temps en temps. Les Pelicans qui des fois ont pas Zion, des fois ils ont pas McCollum, des fois ils ont pas Ingram, des fois ils ont pas 2 des 3. Et puis les Raptors, Toronto, qui a perdu Pascal Siakam qui faisait un début de saison de feu, qui a Fred VanVleet qui a aussi des problèmes au dos. Donc voilà quoi, ça. En fait, toutes ces équipes là qui sont attendues vraiment dans la course au playoff, c'est difficile de les juger. Et l'adage qui dit que tu peux vraiment commencer à juger une équipe après 20 matchs, ça marche pas pour ces équipes-là et ça fausse aussi le positionnement par exemple global de la ligue ou certains ratings, puisqu'il y a quasiment 10 équipes en fait qui sont on sait pas vraiment qui elles sont. Ouais, on pourrait même rajouter le fameux cas Kawhi Leonard aux Clippers. Oui, on l'oublie. C'est tellement classique chez eux qu'on le mentionne même plus, tu vois. Oui, qu'on le mentionne même plus, mais en pré-saison, on en parlait ensemble. Les Clippers étaient aussi vus parmi les contenders. Je sais pas si Amine t'as quelque chose à rajouter à ce niveau-là, parce que il a fait un joli portrait, Tom, effectivement, de cette problématique. Ouais, je trouve qu'il y a pas grand chose à rajouter. Il y a aussi un peu dans le même esprit les hasards du calendrier qui font que c'est aussi difficile à lire à ce niveau-là, avec certaines équipes qui ont joué beaucoup plus à l'extérieur, d'autres qui ont joué beaucoup plus à domicile. Donc c'est vrai que c'est difficile à lire pour l'instant. D'habitude après 20 matchs, on commence à avoir une vision globale plus claire que ce qu'on voit actuellement, je pense. Ouais, moi je rajouterais aussi qu'il y a un facteur. On était plutôt optimiste sur les retours de blessures ces dernières saisons, notamment avec le retour de KD qui est la figure de proue. Je trouve qu'il y a aussi maintenant plus d'incertitude. Il y a
Évidemment, pour les Bulls, le cas Lonzo Ball, où ça souffle le chaud et le froid en permanence. Oui. Dernièrement, c'est plutôt froid d'ailleurs. On continue de croiser les doigts pour lui, mais il y a aussi donc Clay qui a mis longtemps. Là, ça fait quelques matchs que Klay Thompson est en feu. On espère pour lui que ça va continuer, mais qui était quand même en difficulté. On a aussi Jamal Murray avec quelques interrogations. On verra, on peut lui laisser du temps également. Qui était suspendu. Oui, bien sûr, il y a Kyrie. Voilà, il y a plus d'interrogations sur les retours de blessures, donc plus elles se multiplient, plus voilà, comme tu le disais, ça devient difficile de juger, de se projeter sur la suite des différentes équipes. J'ai l'impression que plus personne n'a ajouté, ça conclut bien sur les blessures. Il y a Markel Fultz qui vient de revenir aussi, ça fait toujours plaisir, espérant que ça dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. Dans la famille des blessures qui durent, effectivement, on lui souhaite que ça se passe pour le mieux. Bon, effectivement, c'est un sujet récurrent, malheureusement, chaque saison en NBA, mais également sur ce début de saison, les blessures. On espère évidemment avoir un maximum de monde en santé pour la fin de saison, mais on va avancer en parlant un peu plus de terrain que de hors terrain pour le coup. Amine, toi, ce que tu voulais observer, c'était nos chers rookies. Comment tu juges cette QV 2022-2023? Alors en préambule, déjà, évidemment qu'il est tôt pour juger quoi que ce soit. Ça fait une vingtaine de matchs vraiment pour des rookies. C'est leur vingtaine premier match en NBA, donc on va pas les juger totalement sur ce qui vient de se passer seulement. Mais de ce qu'on a vu pour le moment, moi ça me donne l'impression qu'on a surtout une cuvée de role player. Que comme Mal Alpha, le seul qui donne vraiment l'impression pour l'instant d'être peut-être un jour un franchise, c'est Banchero. Bon, évidemment, on n'a pas encore vu Chet, même si il a pas forcément le profil de franchise offensif en tout cas, donc c'est pas forcément là qu'on ira le chercher. Mais pour l'instant, le seul qui donne l'impression vraiment d'être Mal Alpha, c'est Banchero. On a Mathurin qui fait un bon début de saison, mais on l'imagine plus comme un excellent deuxième ou troisième option d'une équipe à l'avenir, avec ses pourcentages au shoot qui sont assez fous pour un rookie, 42% à 3 points pour une saison, pour ses 20 premiers matchs en NBA, c'est très très impressionnant. Il y a Jaden Ivey que je mets aussi dans les bonnes surprises, enfin surprises non pas forcément, mais en tout cas on voit des choses intéressantes de la part de Jaden Ivey. En dehors de ces trois-là, et déjà Jaden Ivey, je vais aller gratter pour aller le chercher. Ça commence à être compliqué. On a des joueurs qui sont intéressants. Je les ai classés un petit peu par rang entre guillemets entre les intéressants et ceux qui on a vu des flashs et ceux dont on n'a pas encore vu grand-chose. Dans ceux dont on a vu déjà des choses très intéressantes et comment dire, pas forcément pour mener une équipe ou quoi que ce soit, parce que comme j'ai dit, pour moi, il y a que Banchero qui donne vraiment cette impression-là. Je citerai Jalen Williams, J-Dub d'OKC, dont on commence à voir vraiment des choses très intéressantes. AJ Griffin, si cher à Alan Guillou, qui de plus en plus, qui a été dans le 5 récemment et qui montre lui aussi tout l'étendue de son talent. Et je citerai aussi à Houston, Tari Eason. C'est pas celui qu'on attendait à Houston, mais notamment d'un point de vue défensif, d'un point de vue arme, d'un point de vue combat, c'est vraiment un joueur qui paraît très intéressant. Après, dans le très haut de la draft, on a parlé de Banchero, Mathurin, 6e, Ivey, 5e. Après, bon, Chet blessé, Jabari Smith, il va falloir attendre, je pense, parce que pour l'instant, c'est très, très compliqué, notamment au niveau de ses pourcentages. Bon, le contexte, on le connaît tous, il n'est pas évident. Mais on attendait quand même de Jabari, on l'a drafté 3e, surtout pour sa qualité de shoot. Et pour l'instant, elle est pas parfaite. Et il était souvent attendu en 1 en plus. Hein. Ouais, c'est ça le plus ouf. Et Keegan Murray aussi à Sacramento, c'est pareil. On en attend plus, surtout pour un joueur de 22 ans qui était pas senior en NCAA, mais qui a quand même l'âge d'un senior en NCAA et qui montre des choses intéressantes, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on attend d'un 4e de draft. Ensuite, il y a ceux dont on a vu vraiment des flashs. Ça veut pas dire grand chose pour le moment, mais je pense à Shaedon Sharpe à Portland, dont on voit des flashs complètement fous. Mais pour l'instant, c'est que des flashs. Et je pense aussi à Dyson Daniels du côté de New Orleans, qui a montré beaucoup de polyvalence, de la défense, du playmaking. Il y a des choses très intéressantes chez lui. Puis il y a une dernière catégorie sur des joueurs dont j'ai du mal à croire qu'ils seront autre chose que des role-players intéressants, mais qui ont montré des choses. Je pense à Sochan qui joue pas mal aux Spurs. Je pense à Nikola Jovic à Miami. Qui a été intéressant. Nembhard qui commence à voir pas mal
à Indiana. Christian Coloco qui a un rôle un peu ingrat mais qui est intéressant du côté de Toronto. Puis pour aller gratter, on pourrait citer Jalen Duren à Détroit qui est peut-être plus impactant que ce qu'on attendait, surtout parce qu'on savait que c'était un joueur qui était pas fini et qu'il allait devoir apprendre beaucoup de choses et qui pour l'instant est très intéressant. Et Walker Kessler aussi qui est pas mal sur les minutes qu'il a. Donc voilà. Moi c'est ce que je retiens de la cuvée de rookie au final. En définitive, si on doit faire un point là-dessus, c'est qu'il y a vraiment pas de quoi s'exciter, on va dire, et se dire que cette cuvée va être une grande cuvée. Pour l'instant, ouais. Ouais, je t'ai vu acquiescer, Tom. Effectivement, bon, ça semble pas extrêmement, quand on voit ton résumé, Amine, extrêmement top heavy, c'est-à-dire que bon, il y a Banchero, mais le reste, on a du mal à dégager beaucoup de noms qui pourraient être des potentiels All-Star, All-NBA dans le futur, mais t'as quand même cité pas mal de joueurs qui pourraient avoir un petit rôle. Donc Tom, comment que toi t'analyses cette classe de rookies, voilà, où il y a quand même beaucoup de noms, où il y a des points intéressants ici là, mais ce qui est normal, hein, ça reste voilà des rookies au bout de 20 matchs, comme le disait Amine. Bah, c'est difficile en tant que rookie, notamment pour trouver sa place dans des rotations qui sont un petit peu plus serrées, puisque par exemple comparé à l'an dernier, on se rend compte que les stars et les meilleurs joueurs des équipes, quand elles sont présentes, jouent plus de minutes en moyenne. Donc du coup, ça fait moins de place pour les rookies. Et ceux qui ont eu l'occasion de se montrer, c'est vraiment parfois c'est du circonstanciel parce qu'il y a eu des blessures et des choses comme ça. Donc ils ont pu avoir un petit peu plus d'opportunités. Mais c'est vrai qu'une classe de rookies, on en attend mieux. Tu vois, même le top 5 généralement, tu peux te dire que c'est des joueurs qui devraient tourner au moins un peu plus d'une vingtaine de minutes, qu'ils aient quelques tickets shoot et des choses comme ça. Et on se rend compte que c'est très timide pour le moment et bah du coup c'est pas très flamboyant pour l'instant. Donc faut laisser du temps, mais c'est vrai que les 20 premiers matchs de cette QV sont pas très encourageants. Tu penses, enfin, on a plus l'impression que il y aura potentiellement des bons role players, mais on voit pas forcément un joueur qui risque, enfin, même si c'est tôt, hein, mais sur les 20 premiers matchs, t'as pas grand monde où tu te dis, ok, lui, potentiellement, il peut être All-NBA d'ici 2-3 ans. Voilà, je pense que ça. Banchero, quoi. Oui, bien sûr, Paolo Banchero qui est effectivement plutôt impressionnant. Tout le monde en a pu s'en apercevoir pour ce début de saison. Vous avez fait un bon résumé, Amine, tu as fait un tour d'horizon. Je pense que tout le monde sera content, tout le monde aura vu son petit rookie cité, donc ça fera plaisir. On va continuer sur les observations globales avec la mienne pour terminer avant d'avancer. Moi, j'avais envie de mettre en avant l'attaque en NBA globalement, l'attaque qui continue de prendre le pas sur la défense. Hein, c'est une progression régulière depuis quelques années. Cette année, pour l'instant, la moyenne de la ligue, elle est à 112.8 en offensive rating. C'était 112 l'année dernière, donc on est presque un point de plus, hein, et c'était 112.3 l'année d'avant, 110 en 2020, 110.4 en 2019. Bref, on a une augmentation constante, mais assez importante une nouvelle fois cette année. On a vu des cartons à foison, évidemment. Donc on peut penser à l'énorme performance de Joel Embiid avec son 59, 11 et 7 blocs. On a les 51.3 cartons de Booker, voilà, incroyable. On retrouve Anthony Davis, Luka qui nous sort une pelletée de matchs avec des stats improbables. On va citer aussi le Zubac game quand même si c'est pas que du scoring, c'est quand même la performance de ce début de saison, en tout cas celle qui était la plus surprenante, je pense. Et puis on a 5 joueurs pour le moment qui sont à plus de 30 points par match. Alors oui, c'est une stat brute, mais et on est seulement après 20 matchs, mais ça n'est pas arrivé depuis 1962. Ouais. On est 5 joueurs à plus de 30 points par match. En 2006, il y avait Kobe, Allen et LeBron, ça nous en fait 3. Mais sinon, il y a un joueur ici là, 2 joueurs pour la plupart des années. Ça n'arrive vraiment que très très rarement. Donc évidemment, on n'est qu'au bout de 20 matchs. Mais globalement, on continue sur cette tendance de l'attaque qui prend le pas. C'est-à-dire que les équipes sont de plus en plus efficaces. Les shoots qui sont pris sont de plus en plus efficaces. Et la défense a encore du mal à s'adapter. Et donc la question que je me pose, il n'y a pas vraiment de réponse pour le moment, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va rebasculer à une reprise de pouvoir entre guillemets de la défense sur l'attaque pour qu'il y ait une réadaptation? Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce que la ligue le veut vraiment également dans les règles? J'en suis pas certain, mais voilà, moi première observation de ce début de saison, c'est que les attaques continuent d'être extraordinaires et notamment celle de Boston d'ailleurs, si on veut citer une équipe. Je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, si ça vous va. Oui, en fait, il y a quelques semaines, Kevin Pelton d'ESPN qui a
qui était invité du coup dans le podcast de Brian Windorf de Hope Collective, et du coup qui parlait de la question de scoring et de l'explosion du scoring. Et lui mentionnait le fait également que, en fait, que comme les stars jouent un peu plus, que c'est normal que ça score un petit peu plus, puisque quand tu regardais les moyennes par exemple sur 36 minutes avant, le scoring était déjà élevé. Mais comme ces stars-là ne jouaient pas 36 minutes, du coup, ils n'arrivaient pas à franchir la barre des 30 points. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui est d'un point de vue stat brut, c'est énorme, parce que faut pouvoir jouer les minutes pour pouvoir aller mettre la trentaine de points, quoi. Et après, c'est vrai que il y a peut-être l'espèce de faute de transition là que tu ne peux plus faire désormais, la transition de take foul, qui peut-être aide aussi à changement de règle de cette année, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est ça qui permet d'avoir aussi plus de paniers faciles, notamment sur de la transition, de générer des paniers en transition qui sont généralement plus efficaces que les paniers que tu vas générer sur demi-terrain. Donc du coup, tu peux profiter en fait de quelques actions comme ça. Après, c'est vrai que aussi, par exemple, l'an dernier, il y avait eu l'ajustement suite à la règle des 3 lancers, là, le swipe, là, la règle crayon, l'espèce de swipe là, pour éviter d'avoir les 3 lancers. Et là, peut-être que la transition take foul joue aussi dans le fait que les joueurs peuvent avoir déjà un petit peu plus de liberté pour aller au panier et générer des points faciles, notamment en transition et sur contre-attaque. Et l'adresse globale aussi, parce que faut pas se leurrer là, les gars qui sont à plus de 30 points, ils envoient vraiment du lourd, hein. C'est des cartons, c'est des cartons quasiment à chaque fois. Tu vois, on l'a pas mentionné un petit peu avant, mais tu vois les 49 points de Tatum contre Miami, fallait les aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur. Ouais, Amine, je sais pas si est-ce que ça t'inspire effectivement cette histoire de minutes jouées. Alors ça pose aussi d'autres problématiques avec l'observation de blessures dont on parlait au début. Et puis c'est aussi ces changements de règles qui effectivement, on le sait, la NBA préfère avantager l'attaquant, en tout cas sur ces dernières années. Pas grand-chose à rajouter, hein. Vous avez un peu tout dit. Effectivement, en tout cas, c'est plaisant pour nous spectateurs d'avoir un peu ce festival offensif, donc on va pas s'en plaindre. Moi qui ai grandi un petit peu avec la NBA des années 90, c'est plutôt plus agréable de voir ce qu'on voit aujourd'hui que ce qu'on voyait à l'époque. Voilà. Ouais. Ilias n'est pas là pour défendre les Detroit Pistons, donc je vous prierai de rester correct, messieurs. Et on va continuer donc dans ce podcast. Après voilà, ces petites observations globales. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à réagir avec nous sur Twitter dans les commentaires pour voir si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez d'autres observations. Mais on va passer maintenant à des observations plus spécifiques. On va commencer avec des équipes. On passera aux joueurs ensuite. On a décidé de faire des observations positives et négatives. Et commençons par le positif, messieurs, si vous le voulez bien. Donc, une stat positive avec une équipe. On continue le tour. Tom, je t'en prie, quelle équipe tu veux mettre en avant et sur quel point? Moi, ça va être les Boston Celtics, qui pour moi sont vraiment l'équipe de ces 20 premiers matchs, hein, qui domine littéralement la ligue, sont premiers de très loin au net rating, et tout ça, essentiellement parce qu'ils ont une attaque qui est exceptionnelle. Offensivement, ce qu'ils arrivent à produire, ce serait l'un des meilleurs offensive ratings de l'histoire par rapport à ce qu'on connaît. Et en fait, ce qui est assez, le truc qui est encore plus surprenant en fait qu'ils soient premiers, c'est qu'ils soient premiers non seulement d'autant, mais qu'ils soient aussi haut par rapport à la moyenne de la ligue. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors juste les chiffres, voilà. Aujourd'hui, Boston, ils sont à 122 d'offensive rating. Sur le début de la saison, et c'est littéralement 8 points d'offensive rating de plus que la moyenne. C'est 8 points de plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'ils marchent sur les équipes. Et comment ils font ça généralement? Alors, ils ont beaucoup de joueurs en feu, pas mal de drive and kick. Leurs joueurs qui prennent des mid-range sont assez létaux sur le mid-range, notamment Jaylen Brown. Et globalement, t'as le côté 3 points où c'est l'équipe de la ligue qui prend la deuxième part de shoot la plus importante à 3 points. Ils prennent à peu près 42% de leur tir, 44% de leur tir à 3 points selon une ligne de glace, et ils les mettent avec une réussite en équipe de 41%. Voilà. Donc voilà. Donc ça aide à booster le offensive rating. Mais après il y a une très bonne vidéo que je vous invite à aller voir de Alfred Hoops qui décrypte vraiment les différents chaînons de l'attaque des Celtics, notamment le rôle de Tatum et Brown,
le rôle de Brogdon, le rôle de Marcus Smart et aussi le rôle d'Al Horford, qui est vraiment très intéressante et qui permet de comprendre comment cette attaque-là arrive à fonctionner aussi bien. Alors oui, ils ont pas mal de réussite en tant qu'équipe aujourd'hui à 3 points, mais même si les pourcentages baissent, globalement, les tirs qui sont pris sont des bons tirs. Donc même si les pourcentages baissent à un moment donné, je pense que, ils seront peut-être pas 9 points au-dessus de la moyenne, mais peut-être 5. Et c'est déjà vraiment beaucoup, en attendant le retour de Rob Williams pour stabiliser la défense. Ouais. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à ça? C'est vraiment beaucoup, Amine, cet offensive rating des Celtics, cette attaque globalement. Ils sont complètement hallucinants. C'est en plus très agréable à regarder. C'est difficile de toute manière de sortir une équipe qui a mieux réussi son début de saison que les Celtics. Comparé aux autres grosses écuries, ils ont eu moins de problèmes de blessures, donc forcément ça les aide à démarrer tambour battant sur la lancée de ce qu'ils avaient commencé à faire l'année dernière. L'année dernière, ils étaient pas aussi forts offensivement. Je trouve que c'est comme l'a dit Tom, c'est là où ils ont passé un step dès cette année. Et j'ai l'impression que l'arrivée de Joe Mazzulla est vraiment très intéressante. C'est quelqu'un qu'on connaissait assez peu et qui a travaillé sur les systèmes offensifs de manière assez extraordinaire. Voilà, rien à ajouter. Écoutez, ça fera plaisir à Alan que tu citais un peu plus tôt, Amine, mais effectivement Boston qui est parti très très fort, notamment d'un côté du terrain. Le second, ils étaient très très bons défensivement l'année dernière, donc à surveiller pour voir s'ils peuvent re-rentrer dans le top 10 du defensive rating, parce que pour l'instant ils ne font pas partie de ces fameuses équipes qui sont top 10 et en attaque et en défense. Donc voilà, comme ça me permet de mettre un petit bémol sur sur la stat positive des Celtics. On ne se refait pas, excusez-moi, évidemment. Amine, du coup, je vais te passer la parole pour l'équipe suivante. Quelle équipe tu veux dégager positivement, en tout cas, sur ce début de saison? T'étais pas au courant, mais tu viens de m'offrir une magnifique transition parce qu'il y a une équipe qui est top 10 attaque et top 10 défense sur ce début de saison. C'est les Pelicans, justement. Et autant on pouvait imaginer le top 10 attaque, mais le top 10 défense, c'est vraiment assez intéressant de leur part. On sait qu'ils sont hyper bien coachés, que le travail de Willie Green la saison dernière qu'on a pu observer. Là, ils sont 4e à l'offensive rating et 5e au defensive rating. Ce qui est intéressant, c'est que donc si on regarde le personnel, on peut douter justement de leur capacité à se hisser au niveau du 5e defensive rating. On connaît CJ McCollum qui fait pas toujours les efforts qu'on peut attendre de lui. Jonas Valanciunas, c'est honnête, mais c'est pas non plus le pivot stopper extraordinaire. Zion, on avait des questions sur sa défense également. Après, on sait que Herbert Jones, c'est sa spécialité justement, et c'est le 5e larron de ce 5 majeur, et que Brandon Ingram est plutôt honnête aussi sur ses rotations défensives. Mais du coup, retrouver les Pelicans à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Ils ont eu pas mal d'absences, donc ça a été un peu à tour de rôle, comme tout à l'heure, Tom l'a dit. Il y a eu du Zion avec Ingram sans CJ, il y a eu du Zion sans Ingram sans CJ, il y a eu du Ingram CJ sans Zion. Et pourtant, donc, il y a quelque chose qui reste un petit peu là-dedans. On peut se dire que là où ils sont intéressants défensivement, c'est que Valanciunas fait un gros travail au rebond. C'est la 7e équipe au rebond en NBA. Derrière, il y a pas mal d'autres gars qui se battent au rebond. On citait Herb Jones sur les lignes arrière, des gars comme Herb Jones, comme Trey Murphy qui se battent vraiment beaucoup au rebond. Zion le fait aussi. Et du coup, on se retrouve avec cette belle moisson. Ils sont pas mauvais, que ce soit au niveau rebond offensif avec Jonas ou rebond défensif. Et ils sont aussi. Alors c'est une stat qui est un petit peu à prendre avec des pincettes. Ils sont 5e au pourcentage à 3 points, mais ils ne font que 30 tentatives par match. Donc c'est une équipe qui shoot moins à 3 points. Elle est 27e NBA au niveau des tentatives à 3 points, mais ils sont létals en fait sur les tirs à 2 points. Il y a plusieurs phénomènes dans l'équipe qui sont voilà. Quand t'as Zion qui est d'une propreté extraordinaire. T'as Ingram qui est quand même pas mal sur le mid-range et CJ aussi, on peut le dire là-dessus. Ça fait qu'ils sont actuellement le 8e true shooting aussi de la NBA avec 59% de réussite.
c'est une équipe qui est vraiment très très intéressante et à suivre pour la suite parce que justement on est encore sur quelque chose qui comment dire, on sent que Willie Green cherche exactement sa bonne formule. Trey Murphy a démarré 10 matchs sur les 20 qu'il a joué. Parfois c'est Herb Jones a beaucoup plus joué justement. J'ai remarqué aussi, j'ai noté sur Twitter en fait un tweet de Thomas Breton de Envergure qui m'a intéressé, c'est que Zion avec Ingram c'est du 22-6-3, 22 points, 6 rebonds, 3 passes, et sans Ingram, alors c'est que 5 matchs, mais c'est quand même 27 points, 10 rebonds, 7 passes. Donc la question se pose du ballon plus entre les mains de Zion. C'est pas sans ou avec Ingram. On connaît la qualité d'Ingram, mais vraiment mettre le ballon le plus possible dans les mains de Zion, on a l'impression que c'est une arme qui est difficilement stoppable en fait. Lorsque justement il joue, on a la chance qu'il joue cette année et voilà, c'était la question que je me posais. Les Pelicans qui ont réussi à multiplier leur option finalement aussi. C'est qu'avant ils ont fait une super début de playoff. C'était un peu la hype des playoffs de l'année dernière, du premier tour en tout cas. Tom, je sais pas si tu veux rajouter des choses. Est-ce qu'on est plutôt optimiste? En tout cas, ça a l'air sur ce début de saison des Pelicans. Alors, c'est plutôt optimiste. Après, les Pelicans, défensivement, ils font un peu de mixte. Parfois, t'as un peu de zone. Parfois, t'as du edge, notamment quand c'est en fin de match, quand c'est du edge, voire même du switch. En fin de match, quand c'est Larry Nance, puisque c'est plus Larry Nance qui finit les matchs côté Pelicans, à côté de Zion, et Valanciunas ne joue pas vraiment dans les fins de match. Moi, je trouve que ce que je trouve intéressant, et là où je pense qu'il y aura peut-être un truc une espèce de régression, c'est sur 2 points. Le premier, c'est que ils sont l'une des meilleures défenses de la ligue, alors qu'ils sont l'une des pires défenses au cercle. Ils concèdent 70% au cercle, c'est juste que les adversaires n'y vont pas. Et à 3 points, ils ont quand même des circonstances parce que c'est l'une des équipes contre lesquelles les équipes shootent le moins bien à 3 points de la ligue. Donc tout ça, ça peut être 2 facteurs de régression entre guillemets, pour eux. Sur la longueur de la saison, voilà. Ça peut se lisser. Sur la longueur de la saison, voilà. Sur la longueur de la saison, ça peut s'égaliser. Et notamment, tu vois, pour la partie protection de cercle, c'est pas quelque chose. Enfin, dans l'effectif, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut faire ça vraiment. En dehors de Zion, si t'as pas beaucoup de joueurs au-dessus du cercle pour entre guillemets chasser. Alors oui, Larry Nance, il est intéressant sur le switch, mais il est quand même un peu petit, il est pas très dissuasif. Valanciunas, il est dissuasif vraiment parce que c'est quand même une masse, Jonas Valanciunas. C'est une masse qui va te forcer à prendre des flotteurs, des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, si tu dois l'emmener dans l'espace, va pas offrir beaucoup de résistance. Donc potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait avoir de la régression. Après, je trouve que c'est une équipe, malheureusement, c'est peut-être triste ce que je vais dire, qui est aidée un peu par les blessures de certains joueurs. Par exemple, le fait que CJ soit remplacé par des minutes de José Alvarado, ça change un peu d'un point de vue défensif. Et même, tu as parlé de Trey Murphy. Le fait que offensivement, entre guillemets, que Trey Murphy joue parfois dans le rôle de Brandon Ingram, ça donne plus de volume, notamment à 3 points. Donc c'est balle à Zion et plus de 3 points. Là où lorsque c'est CJ et Brandon Ingram qui sont sur le terrain, t'as beaucoup de shoot à mi-distance en fait. Donc je pense que c'est une équipe qui est vraiment très profonde et qui, je pense, vit bien le fait de se passer d'une de ces 3 stars à chaque fois. Ouais, bien sûr. Faudra voir quand tout le monde sera là, les choix que va faire Willie Green quand il aura tout le monde. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va délibérément mettre des joueurs de côté de sa rotation? Puisque c'est une équipe qui est vraiment très profonde. Donc, on espère la voir en santé. C'est vrai que la question au début de saison, ça aurait été de savoir, est-ce que les Pelicans pourront se mêler à la course aux playoffs? Là, c'est jusqu'où ils peuvent aller. Parce qu'au final, quand tu regardes le classement, ils sont deuxième de la conférence Ouest, actuellement. Ouais. Bon, je vais pas vous reparaphraser une nouvelle fois, mais je suis d'accord. La problématique, c'est cette question d'une fois qu'on a tout le monde. Certes, là, en alternant les stars, ça nous permet d'alterner la façon de jouer. C'est plutôt positif parce que ça génère aussi moins de frustration pour les joueurs qui se voient dans différents rôles. Et puis, on passe pas 20 matchs à ne pas être l'option 1, 2, 3 selon qui on est dans la hiérarchie des stars. Et puis voilà. Donc, à surveiller à ce niveau-là, mais effectivement, très encourageant début de saison du côté de New Orleans. De mon côté, j'avais pas de stade d'équipe vraiment
très très fortes qui m'ont sauté aux yeux derrière, mais j'avais quand même envie de parler des Suns parce que t'en parlais, Amine, parmi ces équipes une nouvelle fois qui sont dans le top 10 des deux côtés du terrain, l'offensive rating du defensive rating, il y a les Suns sont deuxième à l'offensive rating, donc deuxième derrière les Celtics que tu as cité Tom, mais deuxième de loin, hein, je crois qu'il y a 4 ou 5 points d'écart entre les deux, et qui sont sixième au defensive rating. Il y a aussi les Cavs, hein, il me semble, dans ce cas, dans les deux top 10. Mais du côté des Suns, il y avait pas mal de questions avec la très mauvaise sortie des playoffs l'année dernière. Après, voilà, on s'en souvient, cette catastrophe face aux Mavs. Et finalement, on se retrouve, alors, je l'ai cité un peu tout à l'heure, avec Booker qui met des cartons comme pas possible, qui a l'air d'un peu plus diffusé, en tout cas, qui arrive à gagner des matchs, même sans CP3, même sans certains des lieutenants ici et là. Donc c'est déjà une dynamique positive. Et puis en plus de Booker, la fameuse question Ayton, on en avait parlé. Alors on n'est qu'au bout de 20 matchs, mais il continue à produire et même à très bien produire. Ils ont fait, quand Booker a mis 50 points, il en a mis 30 à côté, l'ami Ayton, il a fait un 34, je crois, quelque chose comme ça, parce que c'était contre nous. Donc bon, on s'en souvient. On a Michael Bridges aussi qui endosse parfaitement ce rôle de glue guy qui est efficace dans tous les compartiments, qui arrive à créer son shoot, qui est là sur les cuts, qui est là en défense, qui est vraiment, enfin, j'adore ce que produit Michael Bridges. Bref, c'est assez global, c'est pas une statistique en elle-même, mais comme il y avait quelques doutes au niveau des Suns à l'entame de cette saison, en tout cas à la fin de la saison dernière, il se repositionne une nouvelle fois parmi les contenders. Alors évidemment, à voir sur la longueur de la saison. Je sais pas si vous avez des observations sur nos amis de Phoenix. Il y a Cam Johnson aussi dans le début de saison est très intéressant, sachant qu'il avait quand même la tâche de vraiment prendre la place cette fois-ci de Jay Crowder, et il le fait vraiment bien. C'est plus propre en tout cas Cam Johnson que l'était Crowder, et ça fait partie des bonnes choses. C'est pareil, encore une fois, on parle d'une équipe qui est très bien coachée, donc on pouvait se poser les questions au niveau de ce qui se passe dans le vestiaire, tout ça. Ouais. Mais en tout cas, d'un point de vue gestion humaine et tout, Monty Williams, ça a l'air d'être le top niveau quand même, parce que c'était vraiment, moi, ça m'inquiétait beaucoup, et très vite, on a été rassuré par les Suns. Tom, ton niveau inquiétude des Suns, est-ce qu'il a été comblé? Aucune inquiétude, on attend de revoir cette équipe un peu au complet, parce qu'au final, Cam Johnson, il s'est blessé après un bon début de saison. Jay Crowder ne joue pas, Chris Paul est aussi blessé. Donc l'équipe a un bon rythme de croisière, hein. C'est encore une fois, c'est une équipe qui a un très haut plancher. Et là où on va les attendre, c'est est-ce qu'ils sont capables de passer la vitesse supérieure face à des équipes attendues un petit peu plus haut dans la hiérarchie, puisque aujourd'hui, malheureusement pour l'équipe de Phoenix, il y a rien qui peuvent nous montrer maintenant qui va nous rassurer pour la fin de saison, en fait. Ouais. Limite, c'est une équipe, tu te dis, t'attends de les voir en playoff. Oui, c'est à peu près ça. Et pour conclure, je vais rajouter quand même ce fait sur Michael Bridges qui est la personne qui a apparemment réveillé Klay Thompson. Donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais voilà, je veux l'ajouter à son crédit, cette célébration avec le 3 devant Klay Thompson depuis que Klay est en feu. Donc, on verra bien si ça va continuer. On a été plutôt positifs, messieurs, jusque-là. Je vous propose d'entrer au cœur du podcast. Voilà, une demi-heure d'enregistrement, on arrive dans le cercle négatif. Alors, ça va faire plaisir à certains, moins à d'autres. Donc même chose, dégager une équipe avec une stat un peu plus négative. Tom, tu as choisi d'aller un peu plus au nord des États-Unis. Ah, clairement, hein, sur un autre pays même. Eh ben oui. Sur un autre pays. T'as passé la frontière. Voilà, passer la frontière. Alors, moi en fait, je voulais m'attarder un peu sur Toronto, ce qu'ils arrivent à produire en fait sur demi-terrain, et pas en points par possession, mais en points par play, c'est-à-dire points par séquence d'attaque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Toronto est l'une des pires attaques sur demi-terrain, avec en gros, un offensive rating sur demi-terrain de 88.7. La moyenne est à 96.2. Et on sait que c'est une équipe qui va gagner avec une stratégie de pilonnage, c'est-à-dire que eux, leur moyenne gagnée, c'est d'avoir plus de possession que l'adversaire, et du coup d'avoir une stratégie de volume où ils vont multiplier les interceptions, les rebonds offensifs pour leur permettre d'avoir une attaque qui tient la route. Mais là, l'attaque sur demi-terrain, c'est vraiment catastrophique. C'est une équipe qui, par son jeu, du coup, et par la taille de ses joueurs et la façon dont ils jouent, a des mismatchs permanents, et qui fait énormément d'attaques de mismatch. Donc, ça va être beaucoup de
ah bah tiens, on va faire bouger la balle, c'est lui qui a le plus petit joueur sur lui, donc on va l'attaquer, sans vraiment avoir, t'as l'impression sans vraiment avoir une vraie stratégie, plutôt que juste, enfin ils veulent juste exploiter le mismatch, pas plutôt mettre leur meilleur joueur offensif sur par exemple le moins bon défenseur adverse. Et c'est quelque chose qui pourrait les aider à aller mieux en tout cas sur demi-terrain. Donc il reste moyen globalement en points par possession sur demi-terrain, mais c'est la 29e équipe sur le demi-terrain en points par play du coup, juste devant Houston. Et ce qui les sauve, c'est vraiment le rebond offensif, quoi, parce qu'ils ont 30% de rebond offensif. Bon, Amine, je t'ai vu acquiescer. Est-ce qu'il y a grand chose à rajouter sur effectivement ces difficultés de Toronto qui pourraient, on en parle depuis tout à l'heure, on se projette sur la fin de saison, qui peuvent leur poser problème. Il va falloir les régler, ces soucis-là. Ouais, non, c'est très clair. Le seul avantage qu'a Toronto, c'est que le mal est identifié en fait. Ils ont un manque criant de guard play qui se voit vraiment comme le nez au milieu du visage, et ils ont un roster, disons, qui peut faciliter beaucoup de trades. Donc si un jour ils ont vraiment besoin de ce meneur, de cet arrière qui va porter la balle et qui va organiser un petit peu plus, bah c'est possible. C'est pas impossible, surtout que ils ont un GM qui est assez imaginatif pour trouver des trades possibles. Oui, bah quand vos meneurs c'est Fred VanVleet et Malachi Flynn, quand la balle est souvent dans les mains d'un sophomore comme Scotty Barnes pour organiser, c'est forcément compliqué sur demi-terrain, et ça se voit quand on regarde les Raptors. C'est pas hyper agréable à regarder, et comme l'a dit Tom, c'est vraiment c'est-à-dire si on regarde les Raptors, on voit le côté pilonnage, et donc c'est compliqué. Ils ont l'avantage d'avoir une très bonne défense, des super joueurs pour défendre le switch, et c'est ce qui leur permet de se hisser à un niveau au niveau auquel ils sont actuellement, mais le problème est facilement identifiable et identifié, je pense, même du côté de Toronto. Ouais. Et comme tu viens de le dire aussi, la porte de sortie existe parce qu'ils ont beaucoup de joueurs avec des profils qui sont des profils échangeables, on va dire ça comme ça. Donc à surveiller de côté Toronto, ils peuvent faire partie des équipes qui bougent d'ici à la trade deadline. Je vous propose de continuer puisque on a quand même encore beaucoup de choses à dire. Donc Amine, je te redonne la parole pour ton équipe à toi. Retour aux États-Unis, direction la côte ouest. Ouais, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans le podcast, mais je trouve que les Warriors, en fait, c'est peut-être pas le bon moment pour parler en mal des Warriors parce qu'ils sont sur une très bonne série, mais tout de même les 15% de turnover des Warriors, c'est la 3e pire équipe au niveau du turnover percentage derrière Houston et Orlando. Ça vous place un petit peu où se trouve Golden State. Pour moi, c'est l'une des raisons principales pour laquelle ils sont actuellement à la 21e defensive rating de NBA. C'est-à-dire que c'est pas possible de perdre autant le ballon. Alors, ils se partagent tous un peu la tâche, hein. En turnover percentage, c'est Draymond Green le premier de la NBA avec 26%. Donc c'est vraiment c'est dur quand Draymond joue comme ça. Et on a Jordan Poole dans le top 20 aussi des turnover percentage. Donc forcément, ça aide pas la défense quand vous perdez trop le ballon. Et c'était juste une stat comme ça qui je pense, j'ai regardé un petit peu leur stat de turnover sur les derniers matchs où ils sont sur une bonne série. Ils en perdent quand même vraiment beaucoup, hein, souvent entre 16 et 18. C'est une équipe qui perd beaucoup la balle. Ils jouent assez vite aussi, ce qui explique un petit peu cela, mais tout de même, je trouve que c'est inquiétant pour une équipe qui se veut contender de perdre autant de ballons. Il y avait une autre toute petite stat qui m'a interloqué chez les Warriors, c'est que ils ont 17 lancers francs par tir tenté. C'est la 29e équipe en NBA, juste devant les Spurs. Et ça aussi, pour les Warriors, c'est vraiment pas terrible. Pressure. Ouais. Bon Tom, voilà, t'étais en train de réagir. Je t'invite à réagir sur cette histoire de Golden State. Et puis il y a un nom qui a été cité, celui de Draymond Green, qui effectivement est un peu plus en difficulté. C'est que quand Draymond Green ne va pas très bien, c'est plus compliqué pour les Warriors notamment. Après c'est un peu dans l'ADN de cette équipe-là au final. Hein. Oui. C'est un peu dans le jeu que prône Steve Kerr avec un jeu à risque, beaucoup de passes. Donc du coup, et beaucoup au final. Ils subissent un peu la créativité un peu de leurs passeurs, hein, parce que Draymond Green c'est un passeur plutôt créatif qui va faire des passes à risque, on va dire,
si elles passent, se convertissent en points. Jordan Poole, c'est un peu pareil. Curry, c'est un peu pareil. Donc, au final, voilà. Et puis, c'est autour de ces trois gars-là, t'as essentiellement des joueurs qui sont là pour finir les actions. Donc, il faut aussi, dans un jeu qui est fait de cut, de dribble and off, de pass eva, de choses comme ça, bah oui, il y aura du déchet, il y aura des pertes de balles. Et c'est quelque chose qui pourrait, par exemple, si on voit, par exemple, par rapport contre une équipe comme Toronto, c'est jamais bon de perdre autant de ballons contre une équipe comme ça, quoi, puisque eux, ils se nourrissent du jeu de transition pour ensuite permettre d'avoir à attaquer le moins possible sur demi-terrain. Donc du coup, oui, c'est quelque chose à surveiller contre les meilleures équipes défensives de la ligue. Ouais, et puis c'est ça aussi, ça illustre aussi cette problématique, Amine. Bon, oui, il y a Draymond Green dans l'histoire, mais dont on parle régulièrement dans le podcast, cette transition de génération du côté des Warriors avec des jeunes joueurs qui doivent s'adapter. Voilà, ce style de jeu que t'évoquais, Tom, à la Steve Kerr, où ça va très très vite. Il faut prendre des décisions de manière très rapide et prendre la bonne décision, parfois des passes un peu risquées, donc forcément qui génèrent des turnovers. Continuons avec mon équipe à moi pour le point négatif. Alors c'est la solution de facilité, j'en ai bien conscience, mais il faut quand même qu'on l'évoque puisque c'était une des bonnes surprises de ce début de saison. Et ça y est, ils sont rentrés dans le rang plutôt par rapport à ce qu'on prévoyait. Je parle bien sûr des Spurs qui sont à... alors je l'ai noté depuis le 3 novembre, ils sont à une victoire pour 15 défaites, ils sont sur 10 défaites de suite, un net rating à moins 10 avec depuis 10 matchs, ils encaissent plus de 120 points par match. Donc leur seule victoire, ils ont pris que 93 points face aux Bucks, c'est plutôt surprenant, mais voilà, c'est un peu une anomalie. On a aussi malheureusement pour lui Keldon Johnson qui avait commencé très très fort et qui est alors j'allais dire redescendu sur terre, mais c'est un euphémisme, c'est-à-dire que là il est dans le dur, sur les 5 derniers matchs, c'est 27% de réussite au tir, c'est 20% à 3 points. C'est très compliqué pour Keldon Johnson et donc à l'image du joueur phare de leur début de saison, les Spurs sont rentrés là où on les attendait, c'est-à-dire qu'on évoquait les soucis de guard play pour Toronto tout à l'heure. Voilà, les Spurs, on s'attendait à ce que ce soit compliqué pour eux offensivement notamment puisqu'ils n'avaient pas de profil pour mener cette attaque après avoir perdu Dejounte Murray. Ça y est, ça l'est. Les Spurs vont avoir une longue fin de saison a priori. Donc voilà, petite pensée pour les supporters des Spurs. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais je pense que voilà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, comme disait Amine. C'est compliqué. Ben voilà, ils sont rattrapés un peu par le talent. Ils sont rattrapés par le talent. Au début de saison, ils ont pu faire illusion, mais du coup là, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux et l'écart de talent, encore une fois, est trop important par rapport aux autres équipes. Donc ils pourront glaner quelques victoires ici et là, notamment sur des avantages de calendrier où ils vont recevoir une équipe qui est en back-to-back ou qui viennent jouer 4 matchs en 5 jours ou quelque chose comme ça. Mais s'ils n'ont pas l'avantage de la fatigue ou quelque chose comme ça, voilà, de contexte, quand ils vont se présenter face à une autre équipe, ça va être difficile pour eux, quoi. Ça va être vraiment difficile pour eux. Bon, ça, Yamine, sont favoris dans la course à victoire au coude à coude avec Houston. Ouais, pour citer Constant dans le groupe, heureusement qu'ils ont gagné des matchs au début. C'est ça qu'on s'est dit, c'est que ça aurait pu être un record dans le négatif si ça n'avait pas commencé aussi bien, parce que on a du mal à voir cette équipe, comme l'a dit Tom, on les imagine gagner que lorsqu'il y a un avantage circonstanciel, des blessures, de la fatigue ou quoi que ce soit, parce que c'est très compliqué. Et en tout cas, parmi, ils seront dans la course pour victoire comme prévu. En réalité, rien de surprenant. Effectivement. Passons sur les Spurs puisqu'il nous reste un quart d'heure pour parler joueurs et je pense qu'on a des choses à dire. On reste dans la spirale négative, on finira sur le positif. Donc une stat négative, un joueur que tu veux pointer du doigt négativement, Tom, et peut-être que ça va être surprenant pour nos auditeurs. Je t'en prie. Alors, c'est négatif, mais ça l'est pas vraiment. C'est plus négatif au sens où, pour moi, c'est trop difficile en fait. Alors le joueur en question, ça va être Luka Doncic. Et en fait, c'est par rapport au pourcentage de 3 points assistés de Luka Doncic. Aujourd'hui, Luka Doncic, il a uniquement 11% de ses tirs à 3 points qui sont assistés. L'année dernière, il était à 21%. Donc, ça a été quasi divisé par 2. Et en fait, ce qui est encore plus choquant sur les 20 premiers matchs par rapport à cette stat, c'est que le deuxième joueur qui a le moins de tirs à 3 points assistés, c'est Shai Gilgeous-Alexander, et il est à 28%. Donc presque 3 fois plus. C'est quasiment 3 fois plus. Donc, il faut aider Luka Doncic, aider le soldat. Alors oui, on va me dire,
tu veux toujours que la balle soit dans ses mains, puisqu'au final, qui va lui générer des tirs dans cette équipe? Parce qu'il n'y a pas de playmaker hein, dans cette équipe-là. C'est-à-dire que Luka Doncic, il fait tout. Il doit casser la défense, créer le décalage et prier pour que ses coéquipiers sanctionnent. Mais il faut lui faciliter un peu les choses parce que sinon il va arriver cramé totalement en playoff, un peu comme Jokic l'an dernier, quoi. Voilà, je pense que t'as tout dit. Il y a eu la perte de Jalen Brunson, hein, qui était l'autre créateur du côté des Mavs. C'est voilà, Luka Doncic qui est parfois qualifié de mauvais tireur à 3 points, mais c'est vrai que c'est cette stat-là qu'il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, il est obligé de créer son propre tir, et ça devient très compliqué. Amine, voilà, c'est comment dire, l'illustration du problème de supporting cast à Dallas. Ouais, il y a quelque chose qui fait penser un peu à Harden, à ses débuts à Houston, en fait. Il doit tout faire tout seul. C'est limite si on n'attend pas qu'il se fasse lui-même sa propre passe décisive pour aller marquer. Et bon, bah, il y a pas grand chose à dire. Je le disais récemment aussi, quel a été le meilleur coéquipier de Luka Doncic depuis qu'il est en NBA. Au choix, c'est Kristaps Porzingis par instant ou Jalen Brunson l'année dernière. Brunson, ouais. Et on se dit que c'est pas assez pour il a déjà des résultats qui sont énormes par rapport au supporting cast qu'il a eu depuis qu'il est déjà là, et effectivement ça nous ferait plaisir en tout cas qu'il soit un tout petit peu mieux entouré. Et pour remettre en perspective, Tom, est-ce que tu as la stat de Trae Young, hein, qui est souvent comparé à Doncic, notamment dans son utilisation de nombre de 3 points assistés, pardon. Est-ce que tu l'as encore sous les yeux ou pas? Alors l'an dernier, il était à 22%. C'était lui qui était deuxième juste derrière Doncic. Ben là, je vais la chercher, je vous la donne. Ouais, donc un peu plus haut. Mais justement, tu pourras la redire, mais c'était pour faire une passe à Amine, puisque effectivement, toi, ton joueur que tu voulais souligner négativement également, c'est voilà un peu l'alter ego de Luka dans cette draft. Bon, tout au long de leur carrière, on associera leur nom. Hein. C'est comme ça. C'est Trae Young, donc Amine, qu'as-tu à dire sur Trae Young? Bah moi, c'est plus négatif pour le joueur en lui-même. Sur ce début de saison, c'est ses pourcentages de manière générale. On a un Trae Young qui shoot très mal cette saison. Pas seulement à 3 points, parce que justement ses qualités au cercle sur les années précédentes étaient vraiment louées. On savait qu'à 3 points, il prenait peut-être un peu trop de pull-up, même si il tirait bien. Cette année, c'est 30% à 3 points. C'est-à-dire on n'est pas sur du 32, 33, c'est 30% avec 7 tentatives. Et puis à 2 points, c'est pas extraordinaire, c'est 46% à 2 points et en efficient field goal percentage. Il a 54% de true shooting. C'est un Trae Young qui shoot mal cette année. Et je pense que les Hawks sont pas si mauvais que ça, et que s'ils shootaient un petit peu mieux, ils seraient peut-être dans un wagon un petit peu supérieur. Ah bah justement, Tom, est-ce que tu as la stat? Est-ce que justement, normalement, il devrait pas bénéficier, Trae Young, du fait d'avoir un autre créateur à côté de lui pour avoir des shoots peut-être un peu moins compliqués à prendre? Ben cette année, il est à 38%. Ouais, ce qui est beaucoup plus, presque 2 fois plus, une nouvelle fois. Donc comment tu le vois, toi, cette panne d'adresse, on va dire, de Trae Young sur ce début de saison? Moi, je pense que ça va quand même revenir. Après, il y a autre chose qui peut être problématique, c'est que en fait, les Hawks aussi ont perdu des shooters et ont perdu en fait des menaces. Donc ça se resserre aussi sur lui. Et là, il doit vraiment, il bénéficie moins du spacing pour pouvoir lui mener l'attaque, et il doit faire partie intégrante de ce spacing là, quoi. Et on le voit, Trae Young qui arrive à bien disséquer les attaques à partir du moment où il passe la ligne à 3 points, notamment à trouver des joueurs sur les cuts, ou même dans les coins. Mais c'est vrai que lui, son efficacité est un petit peu en berne par rapport à ce qu'il nous a montré d'habitude. Je pense que c'est encore une fois, c'est circonstanciel, que ça va remonter, et ce sera quelque chose à suivre sur les 20 prochains matchs. Ouais, non, mais je suis assez d'accord sur la circonstance, mais quand même, ça illustre quelque chose qui avait été, décidément, on le cite beaucoup dans ce podcast, mais qui avait été souvent mis en avant par Alan au moment de sa draft. Alan qui aime beaucoup Trae Young, et qui disait que c'était plus finalement un créateur, notamment mid-range, voilà, une fois qu'il snake le pick and roll, comme tu disais, Tom, pour prendre ces décisions-là, qu'un shooter. Et effectivement, avec cette histoire où il devient la menace principale finalement, puisque la plupart des shooters d'Atlanta sont partis, mais on se rend compte que, comme j'aime bien dire, c'est pas son métier principal en tout cas, d'être le shooter. Bon, on espère que
qu'il y aura une vague un peu plus positive pour Atlanta au fur et à mesure, puis qu'ils s'acclimatent à ce rôle-là finalement aux côtés des Dejounte Murray. Après en résultat du côté d'Atlanta, ça va, hein, ils sont 4e de la conférence, donc ça ne peut être que positif une fois que Trey retrouvera la mire. De mon côté, le joueur que je voulais mettre en avant négativement, à la surprise générale, à la surprise de Ben, et j'en profite que Ben ne soit pas là, et que je salue quand il va écouter ce podcast au montage, c'est Nikola Jokic. Alors, Nikola Jokic, évidemment, double MVP en titre, vous le savez, qui fait pas un mauvais début de saison, loin de là, et puis dans les résultats tout va bien côté Denver, mais je trouve que Nikola Jokic est un peu timide en termes de prise de tir, c'est-à-dire que il est actuellement à 13,4 tirs tentés par match. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 72e de la ligue. Il tire autant que PJ Washington ou Gordon Hayward en termes de tirs par match. Il est 8e pivot. Le premier, évidemment, c'est Embiid qui a 20 tirs tentés par match. Donc, c'est trop peu pour Jokic qui, en plus, bon, certes, il est extrêmement efficace sur ses 13 tirs par match. Tu citais des stats tout à l'heure, Amine. Je citais des stats inverses que Trae Young, c'est-à-dire qu'il est à 70% de true shooting percentage. Il est irréel. Voilà, il est à 70,7. Donc c'est voilà, c'est surréaliste. Il met tout quand il les prend. Mais je pense qu'au fur et à mesure, alors peut-être qu'il y a cette idée de réacclimater Jamal Murray, de mettre en confiance Michael Porter Jr. Je l'entends sur ce début de saison. C'est pour ça que c'est pas un point négatif absolu. Mais voilà, j'ai envie de dire à surveiller au fur et à mesure. Je pense bien qu'au bout d'un moment, il arrivera voilà au standard de ses saisons précédentes. Pour donner un ordre d'idée, donc là il a 13.4, l'année dernière c'était 17.7, l'année saison d'avant c'est 18, donc c'est saison MVP. Donc voilà, il probablement qu'il va revenir dans ces standards-ci, mais tout de même attention à ne pas trop vouloir faire jouer les autres. Bon, jusqu'ici ça leur pose pas de problème, ils sont 2e à l'Ouest, tout va bien. Voilà, je voulais juste mettre un petit bémol sur Jokic et puis ça fera plaisir à Ben. Je sais pas ce que ça vous inspire ici là. En plus, on voit un petit peu sur le début de saison qu'il est en petit chausson en fait. Il joue en pantoufle. Il joue en pantoufle et pourtant c'est Monsieur propre en pantoufle en fait, tout simplement. Et il a pas besoin de faire plus, comme tu dis. Ça sent que c'est pour beaucoup aussi pour remettre un peu dans le bain un petit peu tout le monde. Ça commence à porter ses fruits d'ailleurs avec Murray, ce qui est intéressant. Et puis pas mal de petits role players qui ont été ajoutés, qui sont vraiment intéressants autour de Jokic, que ce soit KCP, que ce soit Bruce Brown. Et du coup, on voit que Jokic, il fait son taf, une après-midi de travail, quoi. À chaque fois, on a l'impression tranquille. Il fait son taf de meneur de jeu, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Tom, quelque chose à dire là-dessus, non? Ouais, d'accord. Tu veux y aller, tu veux passer au positif, peut-être? Après, Jokic, il est en roue libre, hein. Franchement, il est en roue libre, tranquille. Après, c'est sûr que quand ça va compter, tu vois, je pense qu'on reverra le Jokic avec un énorme taux d'usage. Là, il est vraiment, comme tu le disais, en facilitateur et ça fonctionne bien pour Denver parce qu'au final, eux aussi, ils sont bien placés. Hein. Ouais. On parlait ils sont 2e à l'Ouest. Tout à l'heure, mais ils sont 2e, 118 d'offensive rating, alors que Jokic, leur joueur le plus efficace, finalement, il shoot pas tant que ça. Donc, dis-toi que eux, ils ont un peu de marge et ils en ont un peu sous le coude, quoi, pour améliorer. En tout cas, ce que Denver, sur les 20 premiers matchs, Denver n'a rien montré qui pourrait être inquiétant pour le statut de contender qu'ils pouvaient avoir au début de saison. Il y a que la partie défensive, notamment la défense au cercle, puisque eux aussi sont moins bons, où Jokic doit peut-être step up de ce côté-là, parce que voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est plutôt actif, notamment sur les drives et qui empêche que les actions arrivent, notamment en chipant les ballons, en swipant un peu en bas. Mais une fois que le joueur est monté, ils peuvent plus rien faire non plus. Donc à voir s'ils peuvent ajuster ça d'un point de vue défensif. Mais par exemple, moi c'est une équipe que je vais suivre un petit peu plus attentivement après la trade deadline, franchement. Oui, ça semble être une équipe de profil de fin de saison. Alors vu qu'il nous reste un petit peu de temps, je vous propose de finir en note positive avec des joueurs à mettre en avant. On va pouvoir se faire plaisir. Alors Amine, on a spoilé le tien. Tout d'abord, parole à Tom. Tom, quel joueur, toi, tu as envie de mettre en lumière pour la fin de ce podcast? Moi, j'ai envie de parler de la polyvalence défensive, d'Evan Mobley. En fait, ça saute aux yeux sur le terrain, mais ça saute encore plus aux yeux dans les stats. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est top 5 au shoot contesté, au nombre de shoots contestés à 2 points, et qui est aussi top 5 au nombre de shoots contestés, il est 6e au nombre de shoots contestés à 3 points. Oui, donc ça montre la polyvalence
de l'intérieur que c'est. Alors c'est vrai que cette saison, par rapport aux Cavs, on parle beaucoup de l'arrivée de Donovan Mitchell, on parle beaucoup de l'adaptation de Darius Garland et le sniper qu'il est, et de la défense apportée par Jared Allen. Mais c'est vrai que Evan Mobley, qui pour l'instant, qui est potentiellement le deuxième meilleur sophomore. Quoique, non, ça doit être le meilleur sophomore, je pense. Hein. Quand tu prends tous les gars qui ont été draftés l'an dernier, c'est lui aujourd'hui qui est le meilleur sophomore, puisque les autres sont un peu en dessous. Et clairement, on n'en parle pas assez de ce qu'il fait et du monstre que c'est défensivement, quoi. Voilà, ça allait très rapide, mais effectivement, hein, tu l'as dit, hein, c'est surtout cette capacité, voilà, d'être à la fois vif sur le périmètre et également pouvoir défendre à l'intérieur, même s'il est bien aidé, voilà, par ses autres joueurs. Amine, t'avais l'air de dire que toi aussi t'étais d'accord, c'est le meilleur sophomore. Ouais, clairement, je trouve que c'est le meilleur sophomore. Je l'ai vu récemment contre Philly où il n'y avait pas Jared Allen justement, il a fait un travail monstre encore. Joel Embiid était là, il a limité vraiment. De manière intéressante, et c'est un joueur, c'est un défenseur générationnel, Evan Mobley, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Il est dans sa saison sophomore, il défend déjà comme un vétéran de manière extraordinaire. C'est la science de la défense. On espère qu'il va passer un step au niveau moins de timidité, au niveau offensif, tout ça, et c'est un peu plus dur cette année parce que l'année dernière, il y avait que Garland, l'attaque était portée que par Garland. Cette année, il y a déjà deux gros joueurs à usage avec Garland et Mitchell, mais on espère que, disons, pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur, qu'il aille taper les 18-20 points par match, et je pense qu'on en parlera encore plus de Evan Mobley. Très bien, change de côté de terrain, Amine, et continue, je t'en prie, tu vas pouvoir parler de Tyrese. Oui, moi il y a une stat qui m'a intéressé avec Haliburton, c'est que il est largement premier au assist percentage. Il a 51,2% d'assist percentage. Le deuxième, c'est Luka Doncic, qui en a 46 à peu près. Et du coup, il est largement premier. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, plus d'un panier sur deux de ses coéquipiers est marqué après une passe décisive de lui-même. Et je trouve que cette stat, elle est hallucinante sur son emprise sur le jeu des Pacers, mais elle est inquiétante aussi pour les Pacers. C'est-à-dire que demain, tu n'as pas Tyrese Haliburton. Je sais pas comment cette équipe fonctionne exactement. Et donc c'est à la fois pour montrer à quel point ce joueur est important dans le très bon début de saison des Pacers, mais aussi pour dire les Pacers, faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien de l'avoir, mais faudra peut-être plus que cette Haliburton dépendance en fait. C'est une sorte d'héliocentrisme un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est un héliocentrisme du first pass, même s'il marque beaucoup de points, du first pass avec Haliburton. Et en plus avec une propreté incroyable, il nous a fait une série à presque 50 passes sans turnover, je crois, à un moment donné. C'est 3 matchs à 40 passes, je crois, sans turnover. Mais 40 passes. Mais ça, c'est un petit peu, ça a été sur cette série, du coup, on en a beaucoup parlé. Mais au niveau ratio assist turnover, c'est pas non plus le top. Haliburton, il perd quand même pas mal de balles, hein. Donc voilà. De manière générale, effet de bord, hein, quand la moitié des paniers de ton équipe sont du assist. Tom, toi aussi, tu as, comme beaucoup de gens, salué quand même la production d'Haliburton sur ce début de saison dans cette équipe d'Indiana qui paraissait aller mitigée pour être gentil. Ouais, après c'est le témoignage aussi de son importance et de son rôle. Hein. C'est le leader de la ligue aux touches, comme on le disait la semaine dernière. Il est même devant Jokic. C'est le joueur qui touche le plus de ballons. Et en fait, au final, l'assist percentage, c'est vrai que c'est inquiétant qu'il soit autant héliocentré, mais au final, quand tu vois l'équipe jouer, au final, c'est pas, en détail, c'est pas si surprenant ça parce que il a un rôle vraiment prépondérant en fait dans l'attaque, et on va dire que les schémas de jeu d'Indiana sont vraiment simplifiés avec le mode de jeu, et c'est un peu pareil pour McConnell, c'est-à-dire que ces deux gars-là génèrent vraiment, ils doivent générer peut-être 60 à 70% des assists totales dans chaque soir, quoi. Donc c'est eux les principaux manieurs de ballon, et les autres sont dans des rôles un petit peu plus. Donc c'est un joueur qui est vraiment très très important dans le système offensif de son équipe. C'est vraiment le meneur de jeu. Le meneur de jeu, la rampe de lancement du système offensif. Mais c'est vrai qu'il le fait dans un style différent que Doncic. Il y a beaucoup moins de monopolisation de ballon.
c'est lui qui, on va dire que c'est lui qui trouve les brèches dans la défense pour qu'il y ait des paniers après ses passes, plutôt que le seul générateur offensif pour tout le monde, quoi. Oui, il y a quelque chose de traditionnel pour les un peu vieux que nous sommes, qui est un peu agréable aussi de retrouver. C'est des meneurs plus à la, je sais pas, pour prendre des exemples plutôt récents, Rubio, Rondo, ce type de meneur-là, plus que Doncic finalement. Il y a quand même 30% d'usage. Ah oui, non mais bien sûr, on reste en 2022, Tom, on est en 2022, tu peux pas y aller. Moi j'ai 23,5 d'usage pour Liberton. Ça a peut-être dû baisser, mais la semaine dernière, il était à 30%, 29% d'usage. On est en 2022, quoi qu'il arrive, le principal porteur de balle d'une équipe, généralement, a un usage assez élevé. En parlant de principal porteur de balle, le mien de joueur que je voulais mettre en avant, et ça fera plaisir à Constant qui n'est pas là, c'est le fameux Shai Gilgeous-Alexander, qui effectivement fait un début de saison extraordinaire, mais il y a un point, moi, qui m'a sauté aux yeux, et on l'évoquait tout à l'heure, Tom, t'en parlais rapidement, avec le changement de règle de la take foul, qui génère un peu plus de points en transition, et en fait, Shai est incroyable en transition cette saison. C'est-à-dire que en termes de possession par match en transition, il en joue, il est deuxième derrière Giannis. Donc effectivement, c'est déjà extraordinaire. C'est 6.4, Giannis a 8.4. Hein. Giannis, bon voilà, il est dans une autre stratosphère pour la transition. Et en points par possession du coup à ce moment-là, il a 1.23, ce qui est plus que Giannis qui a 1.17. C'est-à-dire qu'il est extrêmement efficace. Il a 2 fois plus de possession en transition que la saison dernière. Il était à 3.8 et à 6.4. C'est un peu moins de 2 fois plus, mais c'est quand même beaucoup plus de responsabilité et il est très très efficace. Alors effectivement, c'est qu'un des aspects de son très bon début de saison, mais je trouve que voilà, ça illustre le fait qu'il prend une autre dimension et qu'il est omniprésent bien sûr dans l'attaque d'OKC. Donc voilà. Bravo, franchement, moi je trouve ça assez surprenant pour un joueur en plus qui est pas connu pour son physique. Les autres dans ce classement, si vous voulez, donc il y a Giannis que j'ai cité, il y a LeBron, il y a du Jaylen Brown, du Desmond Bane, voilà, des joueurs un peu plus physiques, on va dire de base, en tout cas un peu plus costaud parce que Shai est peut-être un peu plus long que certains autres. Un avis, Shai superstar, hein. Il y a pas grand-chose à dire, voilà, superstar au NBA. MVP contender. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Hein. Dans une bonne équipe, il est MVP contender hein, sur ce début de saison. Ouais. C'est ce qui manque, c'est ce qui va manquer peut-être, ce qui va lui manquer peut-être le bilan de son équipe. Mais en tout cas, le Thunder avec lui en numéro 1, ils ont vraiment de très très bonnes bases. Hein. Ils ont vraiment de très très bonnes bases. Ouais, on en parlait un peu sur les notes de reconstruction. Effectivement, il est en train de confirmer tout le bien qu'on pensait, mais que globalement tout le monde pense de lui, je pense, même si voilà, en termes de résultats, c'est pas si mal, hein, ils sont enfin pas si mal. Par rapport à l'ensemble de l'effectif, à la blessure de Chet, etc., ça démontre la force de Shai Gilgeous-Alexander sur ce début de saison, puisqu'ils sont ils sont à 10-13, ils sont devant les Lakers, par exemple, pour donner un ordre d'idée pour ceux qui n'ont pas le classement sous les yeux. Ça nous fait un peu plus d'une heure de podcast, messieurs. Alors, on va devoir conclure ici notre bilan au bout d'une vingtaine de matchs d'NBA. On fera probablement un autre point tous les 20 matchs, peut-être un rendez-vous à venir du côté de Dunk Hebdo. Voilà, le chiffre 20, enfin le nombre 20, comme je le disais en introduction, qui devient quelque chose de fétiche. D'ailleurs, vous avez une idée si vous voulez nommer ce type de podcast, parce que nous on est encore en train de brainstorm. Donc entre nous, si vous voulez, sur Twitter, sur les commentaires YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Voilà, on va probablement créer un autre rendez-vous régulier au sein de la saison pour parler de ce qui nous saute aux yeux. Évidemment, vous pouvez nous retrouver, donc comme je disais, YouTube, Twitter, les plateformes de podcast comme d'habitude, les 5 étoiles qui font toujours plaisir. Le protocole est fait. Donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés une nouvelle fois cette semaine. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles auditeurs et auditrices. Et puis, merci à vous, messieurs. On se revoit vite. Merci à toi. À bientôt. Salut.